Souputala. Bonjour Nathalie. Bienvenue dans B2B. Vous dirigez Mobifly, que vous avez cofondé en 2020 au Bouvray, en Valais, avec l'ancien champion du monde de planche à voile, Anders Bringdahl, et l'ingénieur Ricardo Bencatel. Les bateaux à usage professionnel représentent plus de 90% des émissions de CO2 de l'ensemble du secteur maritime. Mobifly, justement, conçoit et fabrique des bateaux sur foil à hydrogène ou électrique avec donc zéro émission et peuvent atteindre jusqu'à 70 km/h. Comment vous y prenez? Où seront commercialisés vos engins? Vous nous direz tout dans la deuxième partie de ce B2B. Mais tout d'abord, faisons votre connaissance, c'est la partie portrait. Souputala, avant de nous lancer, nous devons d'abord faire une petite annonce à nos auditeurs. Nous avons effectivement un lien de famille, vous êtes ma cousine par alliance. Au départ, un de mes collègues devait faire cette interview avec vous, mais j'ai dû le remplacer. C'est lui qui a d'ailleurs préparé la grande partie des questions. On va commencer par les débuts. Vous n'étiez pas du tout dans la navigation, mais dans le conseil e-business aux entreprises. Et pourtant, dans une interview dans un magazine, vous avez déclaré « Je ne peux pas vivre loin de l'eau ». En dehors de Mobifly, comment se traduit votre attachement à l'eau dans votre vie personnelle? Alors, je ne suis pas une grande navigatrice. Par contre, j'ai grandi, j'ai vécu beaucoup autour de l'eau. Et effectivement, j'ai besoin de voir l'eau, à commencer par notre merveilleux Léman, qui tous les jours est tout aussi beau, quelle que soit l'heure du jour, de la nuit, quelle que soit la saison. Je trouve que vivre auprès de l'eau, c'est un privilège. C'est vraiment un privilège. Et l'eau est l'écosystème le plus important que nous ayons. Nous sommes faits nous-mêmes de plus de 80% d'eau en tant qu'humains. Donc, il faut préserver cet écosystème qui est le plus important. Vous n'avez pas un tout petit peu le pied marin? Est-ce que, par exemple, le bol d'or pourrait être fait pour vous? Alors, je suis moins voile que bateau moteur ou alors carrément à la rame. Mais j'aime naviguer, quel que soit finalement le bateau, que ce soit un voilier, que ce soit un bateau moteur ou un bateau à rame. Parfait. Vous avez créé plusieurs entreprises. D'abord, il y a eu eMonkey, une plateforme B2B consacrée aux achats professionnels. Puis Dédale Solutions, qui était active dans la publique affaires, dans le conseil aux entreprises, dans les mises en relation. Puis finalement, Mobifly. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer toutes ces entreprises? Je viens d'une famille d'entrepreneurs et j'ai grandi en ayant aussi une maman entrepreneur. Donc, j'avoue que, voilà, on voit ce milieu d'entrepreneurs, ça pousse, ça motive et puis surtout, ça décomplexe quant à devenir entrepreneur. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile, il faut être assez déterminé, très résilient, avoir la passion de ce qu'on fait, mais ça reste une aventure fabuleuse. Après, le lien entre tout ça, c'est ma passion pour la technologie et l'écologie. Vous avez parlé de votre maman. C'est elle qui vous a inspiré dans le monde professionnel ou qui d'autre vous inspire dans le monde professionnel? Ma première inspiration vient de ma mère, qui était entrepreneur et qui a réussi toutes les entreprises qu'elle a lancées, très diversifiées, qui sont très différentes des miennes, mais dans son monde à elle, elle m'a donné cet exemple et elle m'a toujours dit « fais ce que tu aimes et il ne faut pas que l'argent soit ton moteur ». C'est ce que j'ai fait, j'ai toujours fait ce que j'aimais avant tout. Donc l'autre personne il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent, mais je dirais que dans le monde professionnel, je penserais pas à un navigateur, mais plutôt à quelqu'un qui nous a apporté énormément, à tous aujourd'hui, c'est Steve Jobs. Quand on voit ce qu'il a créé, la passion avec laquelle il l'a fait, et il a changé la vie de nous tous, finalement, aujourd'hui. On a tous un smartphone, et aujourd'hui, on ne trouve pas ça incroyable d'avoir un téléphone où
où on est avec un écran tactile, alors qu'à l'époque, c'était impensable. Okay. Il y a aussi dans votre parcours un passage de presque 9 ans dans l'administration genevoise, notamment comme secrétaire adjointe au département de l'aménagement et de l'équipement et du logement, qui s'appelait à l'époque le DAEL. Pourquoi avoir rejoint le public à l'époque? Écoutez, c'était une aventure passionnante là aussi, et je dirais, là j'étais plutôt intrapreneur qu'entrepreneur. J'ai eu la chance de travailler avec des grands commis d'État, des femmes et des hommes qui sont vraiment dévoués à la chose publique. J'ai eu la chance aussi qu'on m'ait fait confiance pour diriger au niveau départemental des très grands projets comme les négociations sur le Stade de Genève, comme Praille Acacia Vernet. Donc voilà, il y a beaucoup de projets. C'était un département fabuleux parce que c'est un petit peu comme jouer au Monopoly à grandeur nature. Et ça, c'est extraordinaire de se dire qu'on a contribué à certains projets qui aujourd'hui existent à Genève, la Fondation PAV, par exemple. Donc, en fait, tous ces projets que j'ai eu la chance d'avoir à l'État m'ont enrichi, m'ont appris aussi à découvrir l'État et l'organisation de l'État. Alors, vu de l'extérieur et venant du privé, on a le sentiment qu'il n'y a pas de logique à ce que fait l'État. En fait, si, il y a une logique, c'est leur logique. Ça n'est pas la logique du privé, mais il y a une logique, et si on la comprend, eh bien, c'est un grand plus, je pense. Justement, après avoir passé presque 10 ans à l'État, comment est-ce qu'on revient ensuite dans l'entrepreneuriat? Parce que le rythme est évidemment pas le même. Alors, je ne peux pas dire que j'avais un rythme tranquille à l'État. Je crois que je travaillais au moins tout autant que je travaille maintenant. Mais en tout cas, dans le cadre de ma fonction personnelle, en fait, j'ai adoré ce que j'ai fait. C'était passionnant parce que les projets étaient passionnants. Travailler avec aussi des gens comme M. Moutineau, M. Muller était aussi très intéressant. Maintenant, je savais aussi que je n'étais pas une grande commise d'État et je savais que je n'allais pas pouvoir rester beaucoup plus longtemps. Encore une fois, j'ai adoré, mais je suis avant tout une entrepreneur et donc chasser le naturel et revient au galop. Et une autre corde à votre arc, vous avez un fort engagement politique auprès des Verts libéraux en 2012, lors de leur création, jusqu'à reprendre les rênes en 2015 par intérim, de la présidence par intérim au départ de Laurent Seydoux. Est-ce qu'actuellement vous êtes toujours membre des Verts libéraux ? Alors, je reste membre des Verts libéraux. Ce parti est très cher à mon cœur. Les valeurs qu'il porte aussi. C'est pas par hasard que j'ai adhéré à ce parti. C'est pas par hasard que j'ai encouragé et milité pour qu'il grandisse. C'est parce que je crois profondément qu'il faut, en fait, l'écologie punitive, ça ne marche pas. Donc, je pense plutôt que la technologie doit pouvoir être au service de l'écologie. Et c'est avec mes valeurs, c'est ce que je pense vraiment, c'est que c'est pas en interdisant aux gens ou en les culpabilisant qu'on va les amener à respecter plus notre environnement. Dernière question dans la partie portrait. Vous parlez de vos valeurs. Quel est aujourd'hui votre avis sur le nucléaire, vous qui fabriquez des bateaux électriques? Moi, personnellement, je suis anti-nucléaire. Parce que, oui, en théorie, il est décarboné, sauf que le stockage, c'est ad vitam aeternam qu'on a la pollution. Je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment investir dans les énergies renouvelables. La technologie, justement, aujourd'hui, il y a zéro excuse, elle est là. On doit pouvoir investir dans la technologie et avoir une volonté très ferme pour déployer cette technologie au profit des énergies renouvelables. Et on voit aujourd'hui, avec la crise qu'on subit avec le détroit d'Ormuz, que la sécurité énergétique, quelle meilleure sécurité que les énergies renouvelables. Merci Soutoutala. Les bateaux électriques, nous continuerons d'en parler dans la partie entreprise.
Des bateaux qui émettent pas de CO2, c'est la raison d'être de Mobifly. Avant de vous demander comment se porte l'entreprise, détaillons d'abord votre modèle d'affaires. Votre principale activité, c'est bien de concevoir, puis de produire et vendre ces bateaux actuellement destinés à transporter entre 10 et 20 passagers, juste? Alors, en fait, on a développé une plateforme qui va de 12 à 350 passagers, mais avec 3 modèles ou 3 plateformes, une S, une M et L. Donc, le S va aller de 12 à 20, le M de 60 à 120 passagers et le L de 300 à 350 passagers. Et sur batterie ou à l'hydrogène? Alors aujourd'hui, on est vraiment sur batterie et surtout en fait avec une propulsion électrique et pas hydrogène pour plusieurs raisons techniques mais aussi de certification. Est-ce que vous développez tout en interne? Alors, il y a énormément de développement en interne, mais ce qui est développé en interne, c'est surtout nos technologies, notre core business, c'est-à-dire la partie foil, la partie propulsion électrique et la partie logicielle qui va contrôler et intégrer tous les éléments du bateau. Vous produisez au Portugal. Pourquoi avoir fait le choix de produire là-bas et pas ici? Alors, c'est la coque qui est produite au Portugal, la motorisation est suisse et les foils sont conçus en Suisse. Donc vous avez une usine ou un espace de construction en Suisse, c'est ça? Oui, oui, avec un partenaire qui est à Genève d'ailleurs et qui fabrique nos motorisations selon notre cahier de charge. Parlons maintenant de vos clients. À quel type de clientèle sont destinés vos bateaux? C'est essentiellement des opérateurs, qui soient publics ou privés. Opérateurs privés type hôtel qui veulent accueillir leurs clients dans des bonnes conditions ou des développeurs immobiliers qui ainsi ont des possibilités de déplacer les gens à moindre coût. Les infrastructures sont très chères à construire, mais aussi dans le temps de construction et les autorisations. C'est très compliqué et grâce à notre technologie, ils peuvent avoir de la mobilité avec un très bon rapport qualité-prix. Quand est-ce que vous espérez atteindre la rentabilité? 2028. Et puis justement, comme on l'avait annoncé dans les colonnes de la GFI il y a un an, vous aviez bouclé, comme vous l'avez dit, votre première levée de fonds d'une dizaine de millions. Vous disiez viser l'été 2026 pour les premières livraisons. On y est à l'été 2026, vous en êtes où? On a pris un petit peu de retard parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'il y a une guerre qui nous a un petit peu bloqués. On a enfin reçu certains composants qui auraient dû arriver il y a 3 mois. Et la guerre ne nous a pas fait que du bien. Par contre, elle a rendu commercialement la technologie beaucoup plus attractive parce que beaucoup d'opérateurs se rendent compte que la sécurité énergétique, elle a un prix. Donc on peut presque dire, sans vouloir être que ces conflits au Moyen-Orient vous aident dans le développement de vos affaires, hormis le retard. Alors, si vous vous rappelez, quand Trump avait dit « drill, baby, drill », tous les investisseurs qui investissaient dans les technologies propres se sont retirés. Toujours le même Trump qui met finalement le feu au détroit d'Ormuz avec une guerre. Et là, à nouveau, en fait, les gens se rendent compte que la sécurité énergétique, c'est un sujet primordial et ce n'est pas qu'une question de prix. Parce qu'on voit quand c'est fermé, il n'y a rien qui passe. Mais aussi, justement, l'envolée des prix de l'énergie fossile, elle vous profite. Absolument. Déjà qu'elle nous profitait avant, mais là, elle nous profite encore plus, commercialement. C'est malheureux. Revenons sur Mobifly, sur le développement. À l'époque, donc il y a un an, Mobifly comptait 22 employés. Vous êtes combien aujourd'hui? 26. Et c'est quel type de nouveau profil? Alors, essentiellement des ingénieurs, mais là, comme l'ingénierie, comme on est assez avancé sur la partie ingénierie, on a surtout renforcé la partie commerciale ces derniers temps.
D'accord. Et en 2004, pour reprendre certains chiffres que vous aviez donnés, vous revendiquiez des intentions de commande à hauteur d'à peu près 300 millions de francs. Combien ont été confirmés, voire honorés? Est-ce que vous avez dû revoir vos chiffres? Alors, les intentions, elles sont même croissantes, encore une fois, à cause de la guerre. Mais les confirmations de commandes, on ne donne malheureusement pas les chiffres pour des raisons de la volonté des investisseurs. Ok. Et puis aussi, dans vos actualités récentes, à fin mai, à l'occasion du Salon nautique de Venise, Mobifly a dévoilé votre dernière version d'un modèle qui s'appelle Hydrofoil Zéro Émission, le MBFIS S, vous me direz si je me trompe. MBFY S. Ouais. MBFY S. Des contrats ont-ils été signés lors de cette présentation de ce nouveau modèle? Alors, il y a effectivement quelques contrats, pas signés, mais en tout cas, quelques clients qui ont été plus qu'attirés par le bateau, par la technologie. Et puis, pour être honnête, en fait, les opérateurs, on reste avec des professionnels qui vont regarder le coût d'acquisition, le coût d'opération, et ils font leur compte comme ça. Et aujourd'hui, ce qui nous profite, ce n'est pas que le fait que notre technologie soit propre, mais le fait qu'elle soit rentable, parce qu'elle économise jusqu'à 80% par rapport à un bateau classique, donc en termes de coûts énergétiques, sans compter les coûts de maintenance qui sont aussi réduits jusqu'à 60% par rapport à un bateau classique. Et la réduction de coûts, au-delà des bénéfices, bien sûr, pas de bruit, pas de vagues, pas d'émissions et un voyage très confortable à haute vitesse. Au-delà de tout cela, ce qui va intéresser aujourd'hui les clients, c'est vraiment le côté réduction de coûts. Restons justement sur les coûts. Tout à l'heure, vous mentionniez dans vos clients des hôtels de luxe. On en a quelques-uns sur les bords du Léman. Disons qu'ils prennent un bateau pour 10 personnes. Ça représente quoi comme coût? C'est quoi le coût d'achat d'un bateau pour transporter 10 personnes Alors, un bateau, donc on va comparer ce qui est comparable. Il ne faut pas oublier que les bateaux haute vitesse sont des bateaux qui coûtent assez cher, en thermique également. Donc on ne va pas être beaucoup plus cher qu'un bateau équivalent en termes de vitesse. On est à 2 millions de francs suisses pour une unité à 12-20 passagers. Et en général, le coût du bateau, ce que les gens regardent, c'est surtout le coût des opérations, qui est réduit jusqu'à 80% par rapport à un coût d'un bateau thermique qui, lui, va consommer, parce que la consommation énergétique est très élevée pour un bateau à haute vitesse. Mais n'étant pas une fin connaisseuse, 2 millions me semble quand même un coût assez onéreux pour la base d'un bateau. Vous dites qu'après on économise 80%, mais un autre bateau qu'on peut voir dans certains hôtels genevois, c'est moins cher quand même. Pas forcément. Un bateau qui va à la vitesse du Mobifly, donc avec une vitesse de croisière autour des 25 nœuds, c'est-à-dire à peu près 50 km/h, il faut des moteurs très puissants et c'est ce qui coûte cher dans un bateau. Ok. Revenons au développement de Mobifly. À quand la phase d'industrialisation? C'est ce qu'on va commencer l'année prochaine. On a déjà commencé pour le S, mais là, on va accélérer la phase d'industrialisation à partir de l'année prochaine. Ok. Et maintenant, au niveau de la concurrence, parce que bien qu'en Suisse, on pense que vous êtes pratiquement les seuls, si je ne m'abuse, sur ce marché, en tout cas du côté de la Suisse romande, il y a deux autres concurrents que j'aimerais mentionner. Il y a l'Irlandais du Nord, Artemis, avec 190 employés, donc quand même une force de frappe assez importante, qui est aussi aux États-Unis. Et de l'autre côté, il y a le Suédois Candela, qui vise aussi, lui, la clientèle de loisirs et qui grandit aussi fortement en Norvège. Comment est-ce que vous vous distinguez de ces deux acteurs ? Alors, je dirais qu'on est plus proche de Artemis que de Candela. D'abord, par rapport à la navigation côtière. Donc, on peut gérer des vagues jusqu'à 2,5 mètres, ce qui n'est pas forcément le cas de Candela. Et puis, surtout, on a un modèle d'affaires très différent. Les deux que vous venez de citer ont investi massivement dans des usines pour produire leurs bateaux. Or, nous, on ne se positionne pas comme un constructeur de bateaux, mais vraiment comme une entreprise technologique.
Et donc, on travaille avec des partenaires qui vont fabriquer les bateaux et à terme, le but, c'est de licencier notre technologie aux constructeurs de bateaux, mais pas du tout de nous être constructeurs. De les faire construire donc, nous, on est, comme on dit en bon français, asset light. On n'investit pas dans les infrastructures de production. Là aussi, c'est une question de cohérence économique et écologique. Les infrastructures, les chantiers, ils existent un peu partout dans le monde. Donc, on ne voit pas l'utilité de les recréer. On préfère faire des partenariats avec les chantiers navals. Depuis votre création, donc en 2020, on a parlé donc l'année passée d'une levée de fonds de 10 millions. Vous avez parlé d'une prochaine levée de fonds, hein, donc pour 2027. Vous pouvez nous annoncer un montant à peu près, une fourchette? On est en train de déterminer le montant, mais il va être entre 15 et 20. Et puis, donc, depuis votre création, vous avez levé combien de fonds et pour quel montant total? Le montant total depuis la création, ou le total des fonds qu'il a fallu, parce qu'on a d'abord mis à l'eau notre prototype, on a fait donc du seed investment, on a mis à l'eau le premier prototype qui navigue depuis décembre 2022, avant de faire la levée A, pour commercialiser donc le premier, le MobiFly S, et ensuite continuer à développer l'entreprise et la technologie. Et le total jusqu'à ce jour, on est autour des 15. Okay. Et puis, donc, lorsque le premier bateau vraiment commercial, MobiFly, sera en exploitation de manière régulière, hein, chez vous, c'est quel sentiment qui prédominera? Une sorte de fierté, de soulagement après toutes ces années? Ou bien de, bon, c'est bon, maintenant on peut avancer, aller plus loin ou... C'est toujours une émotion quand le bateau va pour la première fois à l'eau et le premier vol. Je me rappelle parfaitement du premier vol du MobiFly 10, du prototype en décembre 2022. C'est vraiment une émotion. Et hasard du calendrier, c'était l'anniversaire de mon fils cadet. D'ailleurs, vous parlez... Une autre naissance. Quand vous parlez de vol pour un bateau, ça peut paraître un peu bizarre pour nos auditeurs. Donc, expliquez-nous vraiment très brièvement, parce qu'un bateau, normalement, ça vole pas. Mais bon, là, vous expliquez. Donc, comment détailler comment est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs qui ne voient pas le prototype ou qui ne voient pas le bateau? D'abord, je les invite à aller chercher soit sur notre site Internet, soit sur YouTube. Comme ça, ils auront des vidéos et ils pourront voir le bateau. En fait, la technologie hydrofoil, c'est un mix entre un avion et un bateau. Donc, on va prendre de la vitesse et le bateau va se surélever sur ses foils. Les foils, c'est un peu comme les ailes. Donc, d'ailleurs, on a des ailes qui se déploient. Donc, on va les mettre sous le bateau et ça va surélever le bateau au-dessus de l'eau. Et il va prendre de la vitesse. Et une fois qu'il est au-dessus de l'eau, on n'a plus de résistance. Donc, à la place de pousser l'eau, on est sur l'eau. Et d'où l'économie, en fait, énergétique. On est dans de la physique pure. Hein. C'est pas sorcier, c'est vraiment les lois de la physique qui sont appliquées au vol des bateaux et aux hydrofoils, plus exactement. Donc, cette économie d'énergie, jusqu'à 80%, elle est due au fait qu'il n'y a plus de frottement, plus de résistance et qu'on n'est plus en train de pousser l'eau comme un bateau classique. Et vous dites à nos auditeurs qu'ils peuvent aller voir en ligne pour le voir, mais où est-ce qu'ils peuvent le voir en vrai prochainement et à quelle occasion? Parce que voilà, pour se rendre compte, est-ce qu'ils peuvent l'essayer? Oui, alors on ne peut pas l'essayer tout le temps parce que le prototype est aussi notre laboratoire de recherche. Donc là, typiquement, les ingénieurs sont en train de travailler dessus. On ne peut pas l'essayer. Par contre, il faut suivre la page LinkedIn de la société de MobiFly. Et là, on annonce les essais qui sont ouverts au public. On en a quelques-uns, notamment avec l'association Zero Emission Boat Suisse au mois d'août. On fait toujours une journée porte ouverte où les gens peuvent venir poser des questions. On l'avait même fait à Genève, pas que au Bouvray. Ils peuvent venir le voir au Bouvray, mais parfois, on vient aussi à Genève ou sur Lausanne pour faire découvrir aussi à la population ce qu'est cette technologie. Parce que, soyons honnêtes, ça reste une technologie qui est chère,
qui vient de la compétition, comme l'America's Cup, qui est aujourd'hui réservé encore à quelques personnes très privilégiées. Et le travail qu'on est en train de faire, c'est justement pour mettre cette technologie au service du plus grand nombre. Pas simplement de la décarbonation, mais au service aussi du bien-être des passagers qui se déplacent et qui donc pourront avoir des bateaux qui vont vite, ne polluent pas et ne les rendent pas malades. Merci Souputala d'être venu dans B2B. Avant de nous quitter et de vous souhaiter bon vent, comme il se doit, il vous faut bien sûr répondre à notre questionnaire de Proust. Ma mère, parce qu'elle a toujours été très courageuse, très combative et surtout une entrepreneure d'envergure. Les 3 mois avec mon mari et mes fils, mini tour du monde. Une gourde pour l'eau, mes tongs et un maillot.